Atelier Philo, deuxième édition. La première s'était tenue en live, comme on dit aujourd'hui, à la Maison Hirondelle. Marie-Pierre avait parlé de Socrate, philosophe courageux. Eh bien, pour cette deuxième édition, nous avions convenu de parler de Giordano Bruno, donc Giordano Bruno, édition confinée. Alors, tout d'abord, je vais partir de deux dates. La première de ces deux dates, c'est le 17 février 1600, sur la place du Campo dei Fiori à Rome. L'hérétique Giordano Bruno, philosophe, savant, moine errant, enfermé depuis 1592 dans les geôles de la Sainte Inquisition et livré aux flammes. Il a été torturé, il a refusé de se repentir et donc l'Église l'a confié aux autorités civiles pour exécuter la sentence. Le Campo dei Fiori, pour ceux qui connaissent Rome, se situe tout près du Tibre et pas loin de cette très belle place qui s'appelle la Piazza Navone, où le dimanche, quand on n'est pas confiné, touristes et Romains se rencontrent. Deuxième date, c'est le 9 juin 1889. Nous sommes le dimanche de la Pentecôte et une foule de milliers de personnes. Alors combien? 5 000 selon la presse catholique, 25 000 selon les organisateurs, assistent à l'inauguration du monument de Giordano Bruno. Ce monument est édifié à l'initiative d'un comité qui regroupe des libres penseurs, des francs-maçons, des militants libéraux et laïcs. Il est soutenu par le président du conseil de l'époque, Francesco Crispi, et ce monument est une immense statue en bronze, conçue par Ettore Ferrari, qui lui-même est franc-maçon, anticlérical, député libéral très à gauche. Et cette statue représente Bruno dans son habit de moine dominicain, ce qu'il était à l'origine. Et sur le pied de cette statue, une inscription: A Bruno il secolo da lui divinato, qui dove il rogo arse. À Bruno, le siècle par lui deviné, là même où le bûcher l'a brûlé. L'inauguration a lieu au terme d'une manifestation où marchent en tête les garibaldiens, en nombre un peu réduit, parce que depuis l'épopée de Garibaldi, de l'eau a coulé sous les ponts du Tibre. Vient ensuite l'Université de Rome, avec le recteur, les professeurs, les représentants des universités étrangères, la municipalité de Rome, des associations d'agriculteurs et d'artisans, des sociétés de secours mutuels, des représentants de la Chambre des députés, les représentants des loges maçonniques au grand complet. L'orateur officiel de la cérémonie, c'est Giovanni Bovio, personnage de la gauche méridionale, juriste, républicain, député depuis 1876 et franc-maçon. L'événement a reçu le patronage de nombreuses personnalités internationales de relief, par exemple pour les Français Victor Hugo et Ernest Renan, pour les Anglais Herbert Spencer, le biologiste allemand Ernst Haeckel apporte son soutien, de même que le dramaturge norvégien Ibsen. En Italie, c'est la crème du monde intellectuel qui apporte son soutien avec des personnalités aussi bien de gauche que de droite. Pour la gauche, Felice Cavalotti, journaliste, pamphlétaire républicain convaincu, ancien du corps des partisans de Garibaldi, fondateur du Parti radical, dont il représentait le gauche. Et puis pour la droite, nous avons Marco Minghetti, libéral, homme de droite, plusieurs fois ministre, et également Silvio Spaventa, libéral, monarchiste, frère du grand philosophe italien Bernardo Spaventa, qui a introduit Hegel en Italie et qui était le maître de Labriola et de Croce. Alors la réaction de l'Église est très violente. Le pape Léon XIII avait même menacé de quitter Rome si le monument était dévoilé. Il passe en tout cas la journée du 9 juin prostré au pied de la statue de Saint-Pierre. Les festivités qui vont durer pendant 3 jours et qui suivent donc cette inauguration sont qualifiées d'orgie satanique par le pape. Et en Bruno, l'Église voit l'incarnation de cette modernité haïe et combattue. La Civiltà Cattolica, un journal catholique, comme son nom l'indique, qualifie l'événement de, je cite, « triomphe des rabbins de la synagogue, des archimandrites de la franc-maçonnerie et des chefs de parti du libéralisme démagogique ». Et pour l'occasion, le Campo dei Fiori est rebaptisé Campo Maladetta, le champ maudit. La figure d'un saint martyr laïque, emblématique d'une authentique culture italienne, indépendante de l'Église, s'inscrit ainsi, avec Giordano Bruno, dans le mouvement du Risorgimento italien. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, toute une littérature fleurit à la gloire de Bruno. Et, par exemple, le 16 février 1900,
C'est Antonio Labriola, ami d'Engels, introducteur de Marx en Italie et le véritable père du marxisme italien, qui commémore le bûcher de Bruno dans l'atrium de l'université, parce qu'aucune salle n'était assez grande pour contenir la foule des professeurs, des étudiants qui assistaient à cette cérémonie. Et se constitue aussi un réseau assez vaste de cercles culturels ou maçonniques qui sont dédiés à Giordano Bruno, dans toute l'Italie, en particulier en Émilie et à Rome, mais aussi en Amérique du Nord. Donc Giordano Bruno est maintenant la figure du saint laïque, le représentant de la liberté de pensée. Alors, d'où vient ce Giordano Bruno? Alors Giordano Bruno s'appelle Filippo Bruno. Il est né à Nola, dans le vice-royaume de Naples, qui était à l'époque espagnole. Alors, en janvier ou février 1548, d'une famille très modeste, puisque son père, Giovanni Bruno, était soldat, et sa mère, Frau Lisa Savolino, était, je crois, blanchisseuse. Il passe toute son enfance à Nola, où il va recevoir un enseignement élémentaire, et de cette ville natale de Nola, il gardera toujours la nostalgie, et lui-même se désignera comme le Nolin, ce qui est aussi une habitude italienne de désigner les écrivains, les artistes, par le nom de leur ville d'origine. Alors de Nola, il va se rendre à Naples. C'est vers 1562, donc il a à peu près 14 ans, qu'il sera à Naples pour y poursuivre ses études. Il suit les leçons de dialectique de Giovan Vincenzo Colle, dit Il Sarnese. Il Sarnese, pourquoi? Parce qu'il est originaire de Sarno, petite ville proche de Salerne. Et Il Sarnese, j'insiste sur ce point, qui est important dans la formation de Giordano Bruno, est un avéroïste. C'est-à-dire un de ces philosophes qui, à partir du début du XIIIe siècle, ont lu et développé la pensée d'Averroès. Cette pensée d'Averroès, que les Arabes appellent Ibn Rushd, et qui fut le grand philosophe de Cordoue au XIIe siècle, cette pensée d'Averroès, eh bien, elle est condamnée officiellement par l'Église catholique dans le courant du XIIIe siècle et sur l'instigation de l'évêque de Paris, l'évêque Tempier, qui fait brûler les ouvrages d'Averroès, qui avaient été traduits en latin, ainsi que les ouvrages taxés d'avéroïsme. Condamnation d'Averroès, d'ailleurs, qui va s'accompagner de la condamnation de certaines thèses inspirées d'Aristote et défendues par Thomas d'Aquin. Mais ces condamnations diverses ne parviennent pas à enrayer l'influence de l'avéroïsme dans le monde catholique. Parallèlement à cet enseignement classique, Bruno suit un enseignement de logique. Et c'est encore à Naples que, à travers les écrits de Pietro Avenate, il commence à s'intéresser à la thématique de la mémoire, qui va être une de ses sources principales de réflexion. En 1565, le 15 juin, Bruno entre comme novice chez les dominicains de San Domenico Maggiore et il prend le nom de Giordano. Cette entrée est relativement tardive puisqu'il a 17 ans et elle semble d'autant plus curieuse que Bruno lui-même a déjà formé sa pensée dans des directions qui l'éloignent de la doctrine catholique. Comme il le racontera d'ailleurs plus tard à ses juges de Venise, il avait déjà des doutes, et plus que des doutes, sur la nature divine du Christ et sur la question du mystère de la Sainte Trinité, ce qui n'en fait pas un catholique très recommandable. Dans les positions philosophiques et théologiques que Bruno mûrit à cette époque, l'influence la plus importante peut-être est celle d'Erasme, le grand humaniste hollandais, Erasme, dont il semble connaître l'œuvre de manière suffisamment approfondie pour que ses ouvrages soient parcourus de citations d'Erasme. Je note que Bruno ne se déplaçait pas qu'une bibliothèque, mais que tous ces ouvrages qu'il cite dans ses livres, eh bien, il les a lus et retenus, parce qu'il a une mémoire absolument phénoménale. Et c'est cette influence d'Erasme, d'ailleurs, qui lui vaut une première condamnation par les dominicains entre 1566 et 1567. Et puis, les années passent, et en 1576, un second procès lui est intenté par le provincial des Dominicains, qui l'accuse de suivre l'hérésie d'Arius. Et il quitte alors Naples et rompt ses vœux. Alors, un petit mot sur l'hérésie d'Arius. Arius était un chrétien, mais un chrétien du IIIe siècle. Un chrétien du IIIe siècle, mais qui avait cette particularité de ne pas croire à la nature divine du Christ, et de refuser le dogme de la Sainte Trinité. Une bonne partie du monde chrétien, d'ailleurs, à cette époque, était arienne, et notamment, par exemple, les barbares étaient souvent des ariens. Vercingétorix était arien avant de se faire baptiser dans le catholicisme.
et l'arianisme a été condamné au concile de Nicée. Voilà. Donc, et l'arianisme, il a dû sans doute en entendre parler par l'enseignement du Sarnèse. Alors, devant cette condamnation, bien Bruno s'enfuit à Rome et il va loger au couvent de Santa Maria sopra la Minerva en février 1576. Il reste peu de temps à Rome. Non seulement les accusations d'hérésie le rattrapent, mais encore il est accusé d'avoir jeté dans le Tibre un frère qui par ailleurs qu'il soupçonnait d'avoir dénoncé à l'Inquisition. Alors c'est un épisode obscur, on n'est pas certain que Bruno ait vraiment balancé au Tibre ce malheureux frère dominicain, mais enfin, l'accusation va le suivre. Donc il va quitter Rome en mars 1576. Et là va commencer une période d'errance dans l'Italie du Nord. En 1576, en avril, il arrive à Gênes, puis à Noli, où il reprend son nom de Filippo. Et là, il va enseigner la grammaire et l'astronomie. Il quitte Noli en 1577 pour rejoindre Turin, puis Venise, où il fait imprimer un opuscule, aujourd'hui perdu. À Padoue, des frères dominicains le convainquent de reprendre l'habit, donc il redevient dominicain. Après une halte à Bergame, puis à Brescia, il quitte l'Italie en 1578 et se dirige vers Lyon en passant par Milan et la Savoie. Alors, Bruno va passer l'hiver 1578 au couvent des Dominicains de Chambéry, et là, il est averti de l'hostilité qu'il trouvera dans la région de Lyon. Il décide, comme quoi les nouvelles circulaient à l'époque, et il décide de se rendre à Genève, où il est amicalement accueilli par un compatriote, Gian Gannazeo Caracciolo, marquis de Vico, qui avait fondé à Genève, en 1552, une communauté évangélique. Alors Genève, à l'époque, c'est la grande cité calviniste, et l'expérience de Genève va être pour Bruno une expérience importante. Il était accusé d'hérésie par l'Église de Rome, et il sera encore en plus mauvais termes avec les églises réformées, tant calvinistes que luthériennes. Délaissant une nouvelle fois l'habit des dominicains, Bruno devient correcteur d'imprimerie, il est inscrit à l'académie, mais dès le mois d'août, nouveau procès qui lui est intenté, cette fois parce qu'il est accusé d'avoir diffamé le titulaire de la chaire de philosophie de Genève, Antoine de la Faille, en faisant imprimer une liste des 20 erreurs qui se seraient trouvées dans une seule de ses leçons. Alors Bruno est jeté en prison. Il n'a pas seulement mis en cause un professeur, mais encore il a mis en cause le consistoire, c'est-à-dire l'organe chargé de la direction des affaires religieuses à Genève. Et ça, c'est deux actes gravissimes dans cette République qui méconnaît fortement la liberté de parole et la liberté de pensée, peut-être encore plus intolérante que l'Église de Rome. Donc, Bruno est sommé de se rétracter, de détruire le libelle incriminé, ce qu'il fait, mais à peine sorti de prison, il quitte Genève et retourne en France cette fois. En France, il va faire un passage à Lyon, et puis il va se retrouver en 1580 à Toulouse, où il y a une université renommée à l'époque, et il va commencer par des leçons publiques d'astronomie. Très vite, il a un poste de lecteur ordinaire en philosophie, et pendant près de 2 ans, il enseigne à l'université de Toulouse le commentaire du traité de l'âme d'Aristote et d'autres textes. Il semble qu'il ait également composé pendant cette période un traité de la mémoire, demeuré inédit et perdu depuis, qui s'appelle la Clavis Magna. Voilà, pour cette première partie, nous reprendrons la suite dans le 2e épisode.